Alors, du fait de mon absence, je ne pourrai pas vous faire passer à l'oral pour présenter votre projet d'orientation. Nous allons donc diviser la séance en deux parties. Dans un premier temps, vous allez, à l'aide de la correction fournie, corriger les exercices sur les mécanismes réactionnels pour préparer le contrôle de lundi qui est maintenu. Et dans un deuxième temps, nous allons poursuivre le chapitre sur les transformations nucléaires. Alors, dans la nature, les éléments chimiques existent sous différentes formes qu'on appelle isotopes, qui se distinguent par le fait qu'ils diffèrent par le nombre de neutrons que possède leur noyau. En revanche, ils ont tous le même numéro atomique de grand Z, c'est-à-dire le même nombre de protons. Par exemple, pour l'élément hydrogène, on trouve l'isotope hydrogène 1, qui est l'élément le plus abondant sur Terre, mais on trouve également le deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène 2, possédant un proton et un neutron, ou encore le tritium, l'hydrogène 3, qui possède deux neutrons et un proton. Alors, parmi ces trois isotopes, certains sont stables et d'autres sont instables. Notamment l'hydrogène 1 est stable, par contre le tritium est un élément instable, on va parler d'éléments radioactifs. Alors pourquoi certains éléments sont stables et d'autres sont instables? Alors on va déjà revenir aux interactions qui expliquent la cohésion du noyau. Un noyau, comme vous le savez, est constitué de deux types de particules. Dans un premier temps, les neutrons, qui sont électriquement neutres, et dans un deuxième temps, les protons, qui sont chargés positivement. Au sein du noyau, vous avez principalement deux interactions qui agissent. L'interaction gravitationnelle liée à la masse des différents constituants étant négligeable, puisque la masse des protons et des neutrons est de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg. Donc l'intensité des interactions gravitationnelles au sein du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 44 newtons, ce qui est très faible et négligeable. Alors la première interaction qui a lieu au sein du noyau sont des interactions de nature électrostatique entre les particules chargées qui le constituent, en l'occurrence entre les protons. Comme les protons ont la porte des charges positives, donc on porte des charges de même signe, les protons ont tendance à se repousser l'un l'autre. Donc cette interaction électrostatique devrait provoquer la dislocation du noyau. Or, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi? Parce qu'il existe une autre interaction qui est l'interaction forte. L'interaction forte, c'est une interaction qui est plus intense que l'interaction électrostatique. Elle est 100 fois et 1000 fois plus intense. Mais par contre, elle est de très courte portée, c'est-à-dire qu'elle ne s'exerce qu'à l'échelle du noyau, c'est-à-dire sur des distances de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. La conséquence en est que si vous avez en fait un trop gros nombre de nucléons, comme c'est le cas notamment de l'uranium, l'interaction en fait forte ne va pas pouvoir s'exercer pour les nucléons qui sont situés sur la périphérie du noyau, et c'est l'interaction coulombienne qui va prendre le dessus et le noyau du coup va être instable. Il va donc chercher à perdre ces nucléons qui sont à la périphérie. Alors après, il y a d'autres critères qui expliquent l'instabilité de certains noyaux. Pour cela, on va considérer ces trois éléments chimiques, l'élément hydrogène, hélium et fluor. J'ai coloré en fait les cases qui correspondaient aux éléments qui étaient instables. Donc pour l'élément hydrogène, l'isotope instable c'est le tritium. Pour l'hélium, c'est l'isotope hélium 8. Et pour le fluor, vous en avez deux qui sont instables parmi les trois présentés, le fluor 23 et le fluor 16. Alors si on compare l'élément tritium par rapport aux deux autres éléments chimiques, aux deux autres isotopes, donc l'hydrogène 1 et l'hydrogène 2, on s'aperçoit que le tritium possède un neutron de plus que le proton. Il en est de même pour l'hélium 8. Si on regarde les isotopes de l'hélium, il a un excès de neutrons par rapport au nombre de protons, puisqu'il a 6 neutrons et 2 protons, autrement dit 4 neutrons de plus que de protons. Et de la même façon, si on regarde la structure
de l'isotope 23 du fluor, cet isotope a 14 neutrons contre 9 protons. Donc on voit qu'un deuxième critère d'instabilité des noyaux est la présence d'un excès de neutrons par rapport aux protons. Si maintenant on regarde la structure du fluor 16, on s'aperçoit qu'au contraire, celui-ci, cet isotope, possède un excès de protons par rapport aux neutrons. Donc on a pu, à travers 3 exemples, isoler en fait les 3 critères qui expliquent l'instabilité de certains éléments chimiques. Soit ils ont un trop gros nombre de nucléons, soit ils ont un excès de neutrons par rapport au nombre de protons, soit ils ont un excès de protons par rapport au nombre de neutrons. Du coup, ces éléments chimiques, pour essayer de devenir stables, vont soit chercher à perdre des nucléons, protons et neutrons confondus, soit transformer un neutron excédentaire en proton, ou un proton excédentaire en neutron. Et on voit apparaître alors 3 types de radioactivité que l'on va présenter tout à l'heure, qui est la radioactivité bêta, alpha, enfin la radioactivité bêta plus, bêta moins et la radioactivité alpha. À cette radioactivité va s'ajouter également la radioactivité gamma. Alors, on peut représenter les différents isotopes présents dans la nature en les classant suivant leur stabilité ou leur instabilité et suivant le type de désintégration qu'ils vont connaître. Ce diagramme s'appelle le diagramme de Segrè. Il consiste à représenter le numéro atomique Z des isotopes en fonction du nombre de neutrons constituant ces isotopes. Vous avez donc différentes couleurs qui apparaissent sur ce diagramme. Les petits carrés noirs identifient les noyaux stables. On s'aperçoit sur ce diagramme que lorsque le numéro atomique est relativement petit, inférieur à 20, les noyaux qui sont stables sont ceux qui sont situés au niveau de la bissectrice, autrement dit, qui ont autant de neutrons que de protons. En revanche, lorsque le numéro atomique devient supérieur à 20, on s'aperçoit que les noyaux qui sont stables sont ceux qui ont plus de neutrons que de protons. Et on s'aperçoit également qu'à partir d'un numéro atomique supérieur à 83, il n'existe aucun noyau stable. C'est dans cette catégorie, c'est dans cette zone que se situe l'uranium notamment, qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour produire l'électricité. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre cours et vous allez compléter les parties en pointillés. Donc, je vous ai indiqué la partie à noter avant le diagramme NZ et celui qui est la partie à compléter après le diagramme, puisque vous avez 2 pointillés qui encadrent ce diagramme de Segrè. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour noter ce qui est écrit en rouge sur votre polycopier de cours. Alors, comme je vous ai indiqué, pour acquérir une stabilité, certes ces noyaux vont se désintégrer, on dit qu'ils sont radioactifs, et il existe 4 types de radioactivité. Chaque radioactivité, chaque type de radioactivité qu'on appelle désintégration, va se traduire par l'émission d'une particule ou d'un rayonnement. Pour déterminer la nature de la particule qui va être émise au cours de cette désintégration, on va utiliser les lois de Soddy qui indiquent les règles de conservation qui régissent les transformations nucléaires. Alors, cette loi Soddy, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il y a conservation de la masse, c'est-à-dire que la somme des nombres de masse du côté des réactifs est égale à la somme des nombres de masse côté produit. Autrement dit, dans le cas ici de l'équation de la désintégration du noyau X en noyau Y, vous avez A qui est égal à A' plus A seconde. Il y a aussi conservation de la charge ou du numéro atomique, c'est-à-dire que la somme des numéros atomiques côté réactif est égale à la somme des numéros atomiques côté produit.
Autrement dit, Z est égal à Z' plus Z seconde. Donc on va, à l'aide de ces lois de Soddy, pouvoir identifier la particule ou les particules qui sont émises au cours des différents types de désintégration, suivant que l'isotope a un excès de protons par rapport à un nombre de neutrons, ou alors un excès de neutrons par rapport au nombre de protons avec un numéro atomique relativement petit, ou encore le cas de figure où vous avez un isotope qui a un trop grand nombre de nucléons. Alors, on va considérer déjà le cas du cobalt qui présente un excès de protons par rapport au nombre de neutrons. Alors, pour être stable, il va chercher à se transformer en l'élément chimique de même nombre de masse grand A. Si on regarde, si on compare en fait la composition de l'isotope cobalt avec la composition de l'isotope nickel 60, la seule différence c'est que le numéro atomique est passé de 27 à 28. Autrement dit, comme il y a le même nombre de nucléons, ça veut dire qu'il y a eu transformation d'un neutron en proton pour pallier finalement à cet excès de neutrons. Donc on peut modéliser cette désintégration par l'équation qui vient d'apparaître. Le cobalt 60 devient le nickel 60, plus en émettant une particule P, caractérisée par un numéro atomique Z seconde et un nombre de masse A seconde. Si on écrit les lois de Soddy, on peut écrire que, d'après la conservation de la masse, 60 égale 60 plus A seconde. Et d'après la conservation du numéro atomique, 27 est égal à 28 plus Z seconde. Donc si on résout ces deux équations, on trouve que A seconde est égal à 0 et que Z seconde est égal à moins 1. Autrement dit, la particule émise, c'est une particule que l'on peut modéliser par la symbolique E moins 1, 0. Alors, on s'aperçoit qu'il ne correspond pas à un nucléon, puisque A est égal à 0. Et Z est égal à moins 1. Alors, normalement, Z, ça représente un nombre de nucléons. Or, moins 1, en fait, c'est une représentation en fait, symbolique qui va représenter une particule qui va avoir une charge opposée à celle du proton. Autrement dit, il s'agit d'un électron. Donc lorsque vous avez une particule qui présente un excès de neutrons par rapport à un nombre de protons, elle va se désintégrer en émettant un électron afin de devenir un isotope plus stable qui aura moins de protons que lui. Alors, ce type de désintégration avec l'émission d'un électron est une émission assez peu dangereuse parce qu'elle peut être arrêtée par une plaque d'aluminium. Les particules, les électrons traversent le papier, mais elles peuvent être facilement arrêtées par l'aluminium et par le verre. D'autre part, ce sont des particules qui sont assez peu ionisantes. Alors, vous pouvez déjà noter cette première catégorie de désintégration qui est la désintégration β- sur votre cours. Vous pouvez donc pour cela arrêter la vidéo. Maintenant, on va considérer le cas de figure donc des éléments qui sont situés du côté des éléments qui présentent un excès de protons par rapport au nombre de neutrons. Alors là, c'est un petit peu un exemple un petit peu contradictoire puisque le phosphore 30, bien qu'il ait autant de protons que de neutrons, est instable, mais il fait partie en tout cas, il va se désintégrer de la même façon que les éléments qui ont le même nombre, qui ont un excès de protons par rapport au nombre de neutrons. Donc eux, ils vont chercher cet élément, cet isotope, il va chercher à avoir la même structure que l'élément chimique de même nombre de masses, mais qui a un numéro atomique plus faible. Donc comme il y a le même nombre de nucléons, le fait qu'on passe de Z égale 15 à Z égale 14 signifie simplement qu'il y a eu transformation d'un proton en neutron. Ce qui peut être modélisé par l'équation de désintégration qui vient de s'afficher. Donc si en fait on écrit les lois de Soddy, on obtient que 30
est égal à 30 plus A secondes et que 15 est égal à 14 plus 7 secondes. Autrement dit, on trouve que A seconde est égal à 0 ou que Z' est égal à 1. Autrement dit que la particule émise, ça correspond en fait à une particule qui a une charge exactement opposée à celle de l'électron, mais par contre, qui a en fait, alors c'est pas un proton comme on pourrait penser, c'est une particule qui a la même masse que l'électron. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un positron. Donc de façon générale, lorsqu'un isotope présente un excès de protons par rapport aux neutrons, il va se désintégrer en émettant des positrons. Et on va dire que ce noyau est radioactif β+. Donc de la même façon, vous pouvez copier dans votre cours ce qui correspond à la définition de la désintégration β+. Alors maintenant, autre cas de figure, maintenant c'est le cas des noyaux qui ont un très grand nombre de nucléons. C'est le cas de l'uranium 238. Alors tous les éléments qui sont autour sont instables. Mais par contre, l'idée, c'est que pour devenir stable, il va falloir perdre des nucléons. Donc ils vont perdre des neutrons ou des protons de façon complètement indifférente et en tout cas ils vont en tout cas évoluer vers des éléments de numéro atomique plus faibles. Donc là l'uranium 238, lui, il va évoluer vers le strontium 234. Donc on peut modéliser cette désintégration par l'équation ci-dessous. Si on traduit la conservation du nombre de masses, on peut écrire que 238 égale 234 plus A seconde. Si on traduit la conservation du numéro atomique, on peut dire que 92 égale à 90 plus Z seconde. En résolvant l'équation, on trouve que A seconde est égal à 4 et Z seconde est égal à 2. Et on trouve que la particule émise, ce n'est autre qu'un noyau d'hélium, He4. Donc lorsque vous avez des isotopes qui présentent un excès de nucléons, ils vont se désintégrer suivant une désintégration qu'on appelle désintégration alpha en émettant des noyaux d'hélium. Alors, cette désintégration pourrait être particulièrement dangereuse parce que ces particules alpha sont capables de ioniser la matière et notamment de provoquer des mutations au sein des cellules. Donc des mutations en fait des différents gènes et en endommageant en fait la molécule d'ADN et même également provoquer la mort des cellules. Heureusement, ces particules alpha peuvent être arrêtées facilement, notamment par une feuille de papier, ce qui nous permet de nous en protéger. Alors maintenant, généralement, les noyaux fils produits à l'issue de ces désintégrations sont assez énergétiques, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans leur état fondamental. Ils se trouvent dans un état excité. Donc du coup, de ce fait, ils vont spontanément passer vers leur état fondamental en émettant un rayonnement. Ce rayonnement, c'est le rayonnement gamma. Alors ce rayonnement gamma est très énergétique et très pénétrant. Donc ce qui le rend quand même assez dangereux. Et pour s'en protéger, malheureusement, on ne peut utiliser que des dalles de béton ou des dalles de plomb. C'est pourquoi lorsque vous faites des radios ou lorsque vous utilisez la radioactivité dans le domaine médical, les personnes en fait, les médecins doivent en fait utiliser des tabliers de plomb ou doivent se protéger derrière les vitres plombées de façon à éviter de s'exposer et de déclarer des cancers suite à l'ionisation de la matière et notamment de leurs cellules et des mutations de leurs cellules. Alors pour voir si vous avez compris ces différents types de radioactivité, je vais vous demander de chercher
les 2 exercices de mise en application de votre cours. La correction fera l'objet d'une autre capsule vidéo avec des quiz à l'appui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote.